Je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui a été très importante pour le quartier. Notre histoire va commencer le 11 octobre 1711. Ce jour-là, c'est le premier jour de la vogue de Saint-Denis, qui est une vogue très importante qui a lieu au fort de Bron. À cette époque, toute la partie est du Rhône ne fait pas partie de la ville de Lyon, elle dépend du Dauphiné. Donc, lors de la vogue de Bron, les gendarmes de la ville ne viennent pas et on peut y faire tout ce qu'on veut. Ça rend la vogue très populaire. On peut y boire, on peut y dire des gros mots, il y a même des concours d'injures. De très nombreux Lyonnais se rendent à cette vogue. Et le soir venu, lorsque la vogue ferme, il faut vite rentrer parce que sinon les portes de la ville vont se fermer. C'est que la norme dans laquelle on vit, elle est sexiste. La société, elle est construite sur un modèle binaire qui sépare les femmes des hommes et qu'on a tendance à mettre les hommes au-dessus des femmes et les valeurs qui sont associées au masculin au-dessus des valeurs qui sont associées au féminin. C'est valoriser pour une fille, en quelque sorte, de ne pas trop prendre de place. Quand une femme s'exprime, est-ce qu'elle est écoutée ou est-ce qu'on lui coupe systématiquement la parole? Comment est-ce qu'on apprend à parler et à faire porter notre voix aussi? Tout est lié en fait. Bonjour, je me présente donc Marie-Noëlle Mille, habitante dans le quartier depuis les années 1979. Donc vous voyez que ça fait quand même presque 40, plus de 40 ans que je suis là. Au début, alors que j'habitais en face et pas très loin, je faisais venir un taxi, c'est pour vous dire, parce que je ne me sentais pas en sécurité de traverser l'espace Pardieu, parce que le centre commercial, il est vide la nuit. C'est une horreur, c'est épouvantable. Bonjour, je m'appelle Priscilla, je suis architecte. J'ai été diplômée à l'école de Lyon en 2003. Pour la légende, on a dit à ma mère quand je me suis inscrite à l'école que concrètement, si j'arrivais pas à avoir mon diplôme, je pourrais toujours me trouver un mari. Donc je préférais avoir mon diplôme. On doit être bien mise, on doit toujours être calme, douce et gentille. Et ça nous influence dans notre quotidien en fait, dans nos propres jugements envers nous-mêmes. Mais on n'a peut-être pas forcément envie toujours d'être amené à notre sexe, à notre condition, à notre corps. On est aussi des esprits, on est aussi des personnes avec des émotions, des objectifs, des sentiments. On n'a pas forcément envie d'être toujours réduite à cette condition d'objet, de désir, d'objet sexuel en permanence.
Quand on prend la décision de répondre, en fait, on sait jamais sur qui on va tomber. Et donc forcément, il faut savoir au moment où on décide de répondre, en fait, si vraiment on a cette force-là, en fait, d'aller jusqu'au bout. Ce qui en général est mon cas, mais j'ai conscience également que c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un gars qui vous passe à tabac juste parce que vous l'avez envoyé bouler quand il vous a dragué, quoi. Donc avec le temps, j'ai élaboré mes petites stratégies. Quand je sors en soirée, je prévois toujours par exemple des chaussures plates pour pouvoir courir quand je rentre. Pour rentrer dans la ville de Lyon, il faut traverser le Rhône. À l'époque, il n'y a qu'un seul pont, appelé le pont du Rhône, qui est l'actuel pont de la Guillotière. Donc les gens se dépêchent parce que s'ils n'arrivent pas à passer le pont à temps, ils seront contraints de dormir à la Belle Étoile dans le faubourg de la Guillotière. S'engage alors toute une foule et, au même moment, de l'autre côté, du côté de Bellecour, arrive un carrosse en pleine vitesse. Dans ce carrosse se trouve une grande dame. Elle a un peu traîné pour faire son bagage, elle se rend sur ses terres du côté est du Rhône et elle est un peu en retard, mais elle veut absolument y passer le week-end. Donc elle va demander à son cocher de forcer la barrière et de passer le plus vite possible.
Je dois vous dire quelque chose. Souhaiterais me confier à vous, trop garder, secret. Si loin que je m'en souvienne, une étrange créature me suit, docile, muette, sans contour bien précis. Son image part en fumelle aussitôt que je la fixe dans mes prunilles, mouvante. Impossible de décrire cet amas de membres décousus, sans dessous déçus et recousus de travioles, sans anesthésie. Pétassée. Peau pourrie de cotillons entortillés sur ses tares et ses travers de porc. Elle est née de sa côte, pourtant. Chaque atome de ce magma s'excuse en miroitant sur la masse charnue qui m'appartient. Tantôt poulette, tantôt perdrix, gazelle à pattes de chatte. Elle s'empourpre rouspète, caquette, se tait surtout, se fait petite souris face à la trappe, déguerpie sans grimacer, si présentable quand elle gerbille. On l'aime. Ficelle et féline, pas trop grande et tiens-toi droite, légère en surface, mer d'huile aux cils immenses, péronnelle mais pondeuse, menu peton bien ciré. Poupée de firmament, bonbon en sudulé mais peu en bon point, porcelaine sous duvet d'enfant à protéger des tempêtes. Et du reste, fesses de pêche à tenir en laisse. Elle grogne parfois en la dit folle, c'est qu'elle mordrait. Son collier de quenottes nacrées vissé à sa mâchoire. Ça, c'est un caprice. Comme c'est mignon. Il faut la voir quand elle s'énerve. La musaraigne enragée sous le règne du Créateur. Le sien. On dit de lui qu'il était bon sculpteur. Ses mains ont pétri la chair de la flume, une glaise fertile, facile à modeler. Il voulut fixer la forme par quelques ordalis et autres savoir-faire. Flotte, brûle, folle alliée, corde à lingerie, corset d'acier. Aujourd'hui encore, la phénole est marquée de sillons au fer rouge. Elle n'a pu se défendre et Phébos, cabossé, brûle toujours. Je le sens à des kilomètres, son parfum de mistone putréfié. Un parfum épais, millésime au ton de miel, piqué des roses, feuilles de sauge et drap de cendre. Il la précède. Tout comme la peur héréditaire, de l'amour de la main qui gifle, battue, amère, chimère, à mort. L'eau de la reine hongroise qui cherche en vain à masquer ses relents de chair, à vif. L'odeur du serpent fiche d'un regard et ne trompe personne. Il m'a fallu du temps pour comprendre, accepter que cette chose me suivait et me suivrait. Je la voyais toujours auprès de ma mère, ma grand-mère, ma tante, mes cousines, mes copines à l'école, la maîtresse, la vendeuse au marché, la patronne de papa, les actrices, mes jouets. Elles rentraient toutes dans le même coffre. L'ombre qui les séparait de toute surface était en tout point identique. En tout point identique. C'était elle, agrippée à genoux, poignets, coups, elle, agitant ses mains au-dessus de leur tête comme deux araignées suspendues à un fil. J'ai d'abord cru qu'elle les soutenait dans la grâce, leurs mouvements, accompagnant gestes et postures d'une élégance légère. Ses jambes en ciseaux faisant danser leurs hanches à couper au rasoir. Tu marches comme ton père. Je ne me sentais pas concernée. Elle semblait si occupée, en marionnettiste assujettie. Sans doute ignorais-je ces 4 épingles tirant mon sourire. Mais n'allez pas croire. Je sais la tenir à distance. Si je me pars sans ramper dans les pas de la pépette de pépites, papillons et de pierres poussiéreuses, si je m'engouffre à plein souffle dans de sulfureux ébats, découpe à la hache tout ce qui dépasse, je muselle tout autant et sans miauler les incantations de la myste ingrate. Elle n'a pas son mot à dire, elle n'y comprend rien, elle me jalouse, c'est sûr toujours tu m'intéresses, car si tu es là, c'est de ta faute. Tu parles comme ta mère.
Moi, j'ai voulu représenter les femmes qu'on n'a pas l'habitude de voir, enfin dans des milieux qu'on n'a pas l'habitude de voir, et la force que nous on a, enfin la force que j'ai envie de donner aux femmes aussi, et la place que j'ai envie de leur donner et revaloriser leur place dans tous les milieux. Ça me donne de la force et aussi ça peut peut-être encourager aussi les femmes à faire pareil. Ça me donne de la force, mais j'ai aussi envie d'en donner aux autres. Girl power? On veut tous briller, on veut pas vriller. Je sais pas qui croire, je sais pas qui est qui. Faut que je bouge pour que ça change, à tout prix faut que ça change. Je profite de l'inertie, pousse-moi si j'hésite. Je veux donner un coup de pied dans la fourmilière de nos vies. Mettre sous les projecteurs les centaines d'âmes qu'on oublie. Je veux faire partie du mouvement, tuer le destin qu'on nous dicte. Le cerveau en roue libre. Hey. 새벽을 벌벌 날아가 새불티야 불티야 춤추듯 온몸을 살라 새불티야 불티야 꺼지지 말고 피어나 내 안에 작고 작은 불티야 멀리 세상 저편에 날 기다리는 수 I wanna be with you. Le carrosse va se cogner contre un chariot, les deux vont se renverser au milieu du pont, déjà relativement étroit, et la foule va commencer à se presser contre eux. La grande dame, dans son carrosse, assiste impuissante à cette bousculade. Les gens qui se pressent contre le carrosse se voient écrasés par ceux qui, plus loin, ne se rendent pas compte que le passage est bloqué. En tout, ce soir-là, 245 personnes vont mourir. Aujourd'hui, la rue vagabonde. Une cigarette. Un incident. Respect. Sans doute aujourd'hui. Café, la rue. Flâner, vagabonde. Sans doute aujourd'hui.
La jeune fille sort seule et peut flâner, mais j'ai dit combien la rue lui est hostile. Sa toilette. Respect. Sans doute aujourd'hui. La jeune fille sort seule et peut flâner, mais j'ai dit combien la rue lui est hostile. Partout des yeux, des mains qui guettent. Une cigarette à la terrasse. La rue lui est hostile. Un incident. Sans doute aujourd'hui. La jeune fille sort seule et peut flâner, mais j'ai dit combien la rue lui est hostile. Partout des yeux, des mains qui guettent. Quelle vagabonde à l'étourdi les pensées au vent. Qu'elle allume une cigarette à la terrasse d'un café. Il faut qu'elle inspire du respect par sa toilette, sa tenue. Ce souci la rive au sol et à soi-même. La rue lui hostile. À la terrasse. Un incident. Partout des yeux. Sa toilette. Des yeux. Des mains qui guettent. Des yeux. Au sol. Sans doute aujourd'hui. La jeune fille sort seule et peut flâner, mais j'ai dit combien la rue lui est hostile. Partout des yeux. Des yeux. Des mains qui guettent. À la terrasse. Quelle vagabonde à l'étourdi les pensées au vent. Qu'elle allume une cigarette à la terrasse d'un café. Qu'elle aille seule au cinéma. La rue. Un incident désagréable a vite fait de se produire. Qu'elle allume une cigarette. La rue lui hostile. La rue lui est hostile. Aujourd'hui. Partout des yeux. Vagabond. Des mains qui guettent. Des mains qui guettent. Une cigarette. Vagabonde. Ce souci la rive au sol et à soi-même. Qu'elle aille seule. Ce souci la rive au sol et à soi-même. Qu'elle vagabonde. Partout des yeux. La rue. Des mains qui guettent. La rue lui est au café. Des mains qui guettent. La rue lui ce souci la rive au sol et à soi-même. Des yeux. Un incident. À la terrasse. Qu'elle inspire du respect. Du respect. Quelle vagabonde. Café. Au sol. Lui salue. Et à soi-même. Pour flâner. Des yeux. Du respect. Partout des yeux. À la terrasse. Qu'elle allume une cigarette. La rue lui est hostile. Un incident désagréable. Hostile. La rive au sol. Ce souci la rive au sol et à soi-même. Allumeuse. Tu l'as un peu cherché, non? J'aime pas les filles, elles font trop d'histoires. De cet épisode assez tragique, la grande dame va se voir très affectée. Elle va être rongée par la culpabilité pendant des années et des années. Jusqu'en 1725, où elle décide, pour acheter ses fautes, de faire un legs prestigieux au bénéfice des pauvres de la ville de Lyon. Ce don va représenter le rachat de ses péchés.
ça part à Dieu, d'où le nom du quartier, Pardieu. La femme dont on parle, c'est Catherine Mazenot, épouse de Servien. En son honneur, elle va avoir 2 noms de rue pour elle. La rue Mazenot, d'un côté, et la rue Servien. Pourtant, son prénom n'y apparaît pas. Cette légende, elle est bien belle, mais la réalité est un petit peu différente. Elle est un peu plus compliquée que ça. Tout d'abord, le nom Pardieu ne vient pas du tout de ce nom. On en retrouve la trace dès les années 1203-1206 dans des documents officiels de vente du domaine, sous la forme par 2. Probablement que comme cette zone est un peu plus surélevée et qu'elle bénéficie de rester au sec lorsqu'il y a les crues du Rhône, elle est hors de l'eau, elle reste cultivable tout en étant entourée de terres très fertiles. Donc c'était peut-être ça qui donnait le nom de Don de Dieu. En plus, Madame Mazenot n'était absolument pas dans son carrosse au moment des faits. Le carrosse était vide. Donc elle n'a pas du tout assisté à la bousculade du pont du Rhône. C'est au XVe siècle que cet assemblage disparate de terres cultivables, de marécages, de champs pour les animaux, va devenir un fief à part entière. On va y construire une maison forte, ce qui est une sorte de petit château fort, et la famille qui y réside à ce moment-là, qui est la famille Rousset, va prendre pour la première fois le titre de seigneur de la Pardieu. Ce titre va être gardé par tous les propriétaires suivants. D'héritage en vente, le terrain va arriver entre les mains de Marc-Antoine Mazenot. Marc-Antoine Mazenot est un échevin de la ville de Lyon. C'est un bourgeois. Il fait partie de ce qu'on appelle à l'époque les maîtres de métier de la ville. Et un échevin, c'est un membre du conseil municipal. C'est donc un homme très respecté. Il a 6 enfants et il va léguer à sa mort en 1679 ce terrain de la Pardieu à sa fille Catherine, qui est l'aînée des filles. Ça en fait donc un très bon parti. Il ne lui manque plus qu'une particule, ce qui sera chose faite en 1694 lorsqu'elle va épouser Maurice Amédée, comte de Servien. Malheureusement, le mariage n'est pas du tout heureux. Catherine Mazenot se sépare de son mari en 1699. Elle devra cependant attendre la mort de son ex-époux en 1705 pour pouvoir pleinement gérer son propre domaine. Si elle fait bien don de ce terrain et de ce fief de la Pardieu aux hospices civils, ce n'est pas seulement à cause du tumulte du pont du Rhône. En réalité, on trouve des traces de ce legs dans un testament tenu secret qu'elle rédige dès 1697, soit plus de 20 ans avant le tumulte du pont du Rhône. En effet, n'ayant pas d'enfant, à sa mort, tous ses biens iraient à sa belle famille, qu'elle déteste profondément. Elle va donc décider, pour qu'il n'hérite absolument rien, d'en faire don de son vivant, parce que c'est la seule solution. Ce don ne se fait cependant pas sans contrepartie. Madame Mazenot de Servien est une fine négociatrice. Elle va donc faire ce legs rendu public officiellement en 1725 à diverses conditions. Notamment, elle va se réserver la somme de 50 000 livres. Si elle a besoin d'argent, elle peut le réclamer. De plus, elle exige une rente viagère de 6 000 livres par an. Le fait que les hospices civils prendront en charge ses obsèques et feront dire 600 messes basses à sa mémoire pour le salut de son âme. Elle demande également qu'il n'y ait jamais de cabaret et qu'il n'y ait pas de vente d'alcool sur son terrain, ce qui, vous pouvez l'imaginer, n'a pas été respecté. Malgré toutes les compensations, les hospices civils restent gagnants. En effet, à partir du moment où Catherine de Servien donne ses terres, tout le lait, la viande et le grain qui sont produits dans les fermes de la Pardieu seront envoyés et distribués aux pauvres de la ville, aux hospices civils. De plus, avec tout ce grand terrain qui va être combiné avec divers achats et divers legs au 19e et 20e siècle dans le 6e et le 3e arrondissement, les hospices civils vont devenir l'un des plus grands propriétaires fonciers de la ville de Lyon. Plus de 80 000 m² en plus des terrains hospitaliers. Mais il ne faut pas minimiser non plus l'action qu'a eue Madame de Servien sur la ville de Lyon.
En effet, grâce à son legs, elle permet aux hospices civils de construire des logements pour les pauvres et de permettre à la ville de s'étendre le plus à l'aise possible et faire que le 3e arrondissement finira par rejoindre la ville de Lyon. Quelque part, je trouve que c'est le lieu de la femme super performante, la superwoman, puisqu'elle peut tout faire. Le souci que j'ai, c'est peut-être à vous dire, c'est que rien n'est acquis. Hein. Rien n'est acquis pour les femmes. Donc, battez-vous. Le plus important pour moi, je pense qu'effectivement, c'est pas tant la co-construction homme-femme de la ville, c'est un début, mais c'est vraiment de créer de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires et des récits inclusifs en fait, pour vraiment tous et toutes dans la ville. J'ai jamais peur en fait même si ça me fait quelque chose dans le ventre, j'ai jamais vraiment peur de répondre à un homme quoi ? Et tu vas faire quoi ? Et alors ? Oui, je suis là et j'ai pas envie. Non, je n'ai pas envie de te parler. Faut pas avoir peur de dire écoutez monsieur, je n'ai pas envie de vous parler. Et d'interpeller en fait, de lancer des regards autour pour montrer voilà, je suis en train de vivre une situation qui est inadmissible. Vous êtes témoin d'une situation qui est inadmissible. Intervenez, venez m'aider. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, en fait, même si vous venez juste vous mettre à côté de moi, même si vous venez juste, voilà, montrer que vous êtes de mon côté, que vous êtes d'accord avec moi. Même tout simplement la question, mademoiselle, est-ce que vous avez besoin d'aide ? Madame, pardon, est-ce que vous avez besoin d'aide ? Puis comme ça, peut-être ça changera. On veut tous briller, on veut pas vriller. Je sais pas qui croire, je sais pas qui est qui. Faut que je bouge pour que ça change, à tout prix faut que ça change. Je profite de l'inertie, pousse-moi si j'hésite. Je veux donner un coup de pied dans la fourmilière de nos vies, mettre sous les projecteurs les centaines d'âmes qu'on oublie. Je veux faire partie du mouvement, tuer le destin qu'on nous dicte. Le cerveau en roue libre, hey, hey. Ça tourne en rond dans ma tête. Comme je suis têtu, je me répète. Si tu veux le faire, bah fais-le. Vole de tes propres ailes. Je me rapproche de l'épicentre. Plus j'avance, plus c'est puissant. Je